Un cocktail spécial et un regard inoubliable. Je n'ai jamais aimé les cocktails, surtout lorsqu'ils sont préparés par quelqu'un en qui je n'ai aucune confiance. Mais ce soir-là, je n'avais pas le choix. Le dîner de famille baignait dans une tension silencieuse, presque palpable. Ma belle-mère, vêtue d'une robe en soie rouge bordeaux, s'est approchée de moi avec un sourire étrange, doux, sucré, mais glacé. Elle m'a tendu un verre. Le cocktail avait une couleur inhabituelle, légèrement trouble, avec des reflets violets qui brillaient comme s'ils provenaient d'un autre monde. « Une recette spéciale pour mon gendre adoré », a-t-elle murmuré, ses yeux rivés aux miens sans ciller. J'ai pris le verre hésitant. Une intuition soudaine, presque animale, m'a envahi. Depuis longtemps, je sentais son hostilité voilée. Mais cette fois, c'était différent. C'était clair, dangereux. Sans un mot, je me suis tourné et j'ai discrètement échangé mon verre avec celui de mon beau-père, trop absorbé dans sa conversation avec ma femme pour remarquer quoi que ce soit. Un homme qui, de toute façon, n'a jamais caché son mépris pour mon métier de photographe. Nous avons trinqué. Il a vidé le cocktail d'un trait. Moi, je n'ai bu qu'une gorgée de vin blanc. 45 minutes plus tard, un vacarme m'a tiré de mes pensées. Mon beau-père était livide. De grosses gouttes de sueur coulaient le long de son front. Il s'est levé en titubant, une main sur le ventre, l'autre agrippée à la table avant de courir vers les toilettes, manquant de s'écrouler. Je me suis tourné lentement vers ma belle-mère. Elle ne bougeait pas. Son sourire flottait toujours sur ses lèvres, mais ses yeux l'avaient trahi. À cet instant précis, j'ai compris deux choses. Elle avait tenté de m'empoisonner, et elle savait que je le savais. Nos regards se sont accrochés pendant ce qui a semblé une éternité. Aucun mot, seulement une guerre silencieuse qui venait de commencer. Mariage entre deux mondes, les masques et les regards qui ne mentent jamais. Certaines relations ne sont pas des unions, mais des négociations silencieuses, où l'un des deux sait dès le début qu'il sera perdant. Je m'appelle Julien Moreau, 32 ans, photographe indépendant à Annecy. Ma vie tournait autour de la lumière et de l'ombre, jusqu'à ce jour à Lyon où j'ai rencontré Camille lors d'une exposition photo. Elle est entrée comme une touche de couleur dans un monde en noir et blanc. Je ne savais pas encore que ce coup de foudre allait nous plonger dans une guerre de classe silencieuse. Camille venait d'un autre univers. Son père, Bernard Lefebvre, dirigeait un empire industriel. Sa mère, Sylvie, était l'image même de la femme élégante, discrète, parfaitement polie, du moins en apparence. Dès notre première rencontre, j'ai compris où j'étais. Pas à ma place. Bernard m'a serré la main avec une distance calculée, puis a lâché. « Photographe ? Donc tu appuies sur un bouton et tu attends que les autres réussissent ?» J'ai souri. Camille a roulé des yeux, gênée. Elle tentait de maintenir une paix fragile entre les silences pesants et les sourires crispés. Mais ce n'était qu'un voile. Sylvie, elle, utilisait la douceur comme arme. Toujours gentille, un mot aimable, une tasse de thé. Mais chaque compliment avait le goût du mépris. « Julien, vous devriez envoyer vos photos à un magazine. Et si personne ne les publie, au moins vous aurez un souvenir charmant à transmettre à vos petits-enfants. » Je me suis tu. J'ai appris à avaler ces phrases comme on avale une pilule amère, parce qu'ils attendaient ma révolte. Et moi je voulais rester. Je l'aimais. Je croyais qu'elle m'aimait aussi. Mais ce qu'on oublie souvent, c'est que l'amour ne suffit pas quand l'air qu'on respire devient toxique. Chaque dîner chez ses parents était une épreuve, un test, un théâtre dans lequel j'étais toujours l'intrus. Camille ne voyait pas cela, ou peut-être qu'elle y était habituée. Après 2 ans, on s'est mariés, une cérémonie simple à Annecy, loin des fastes que Sylvie avait imaginés. Elle est restée figée pendant toute la messe, comme si elle enterrait quelque chose ce jour-là. Je croyais que les choses changeraient après. Je me trompais. Le mépris s'était enraciné. Les regards en coin, les silences lourds, les phrases anodines mais venimeuses. Camille faisait des efforts, bien sûr. Mais moi, je n'étais plus le même. Je n'étais plus Julien, photographe passionné. J'étais devenu Julien, l'erreur qu'on tolère. Et une question me rongeait de plus en plus. Camille comprend d'elle ce que j'ai sacrifié pour elle. Et pire encore, oserait-elle admettre qu'elle a choisi un homme que sa famille ne respectera jamais? L'anniversaire, la frontière fragile entre politesse et poison.
Il suffit parfois d'un geste infime, d'un regard fugitif, pour que tout bascule, et que vous ne puissiez plus jamais voir quelqu'un de la même manière. Ce soir-là, c'était l'anniversaire de Sylvie, ma belle-mère. Une réception intime avait lieu dans leur villa surplombant le lac Léman. Je venais à peine de rentrer des Pyrénées, après 3 jours à photographier des animaux dans la neige et le silence. J'étais épuisé, mais Camille m'a souri doucement. « C'est important pour maman. Juste ce soir, s'il te plaît. » J'ai accepté, comme toujours. Parce qu'on ne dit pas non aux apparences dans cette famille. Parce que refuser, c'est créer un conflit, et je n'avais pas ce luxe. Le dîner fut fidèle à leur image, raffiné, feutré, parfaitement orchestré. Bernard parlait d'économie. Sylvie de leurs vacances à Florence. Camille me caressait discrètement la main sous la table. Moi, j'écoutais sans vraiment entendre. Puis, au moment du dessert, Sylvie se leva pour servir sa sangria maison, un mélange de fruits et de vin qu'elle prétendait réservé aux grandes occasions. En m'approchant, elle déclara avec un sourire presque maternel « Julien, celui-ci est spécial, juste pour mon gendre adoré. » Je m'apprêtais à la remercier, mais mes yeux ont vu un détail que seuls des yeux entraînés peuvent capter. Un geste subtil, presque imperceptible, comme si elle versait discrètement quelque chose dans mon verre. Je n'ai rien dit. J'ai pris le verre avec un sourire. Puis, d'un mouvement fluide, j'ai échangé mon verre avec celui de Bernard. 15 minutes plus tard, Bernard s'est effondré au sol. Le silence s'est brisé en cris. Camille s'est précipitée vers lui, paniquée. Sylvie appelait un médecin. Moi, je restais figé. Je regardais Bernard, mais surtout, je regardais Sylvie. Elle ne semblait ni surprise, ni affolée. Elle m'a regardé 1 seconde, et dans son regard, j'ai vu le vide, l'absence totale d'émotion. Et j'ai compris. Elle savait que j'avais vu. Et moi, je savais maintenant avec certitude, elle avait essayé de m'empoisonner. Les autres parlaient d'intoxication alimentaire. Rien de suspect selon les invités. Pas de police. Pas d'enquête, juste un malheureux incident. Mais moi, j'ai gardé le verre. Je l'ai enveloppé dans un mouchoir glissé dans ma veste. Demain, il ira au laboratoire. Camille n'a rien remarqué. Elle pleurait dans les bras de sa mère. Je ne pouvais pas lui parler. Pas encore. Pas sans preuve. Pas sans savoir jusqu'où cette histoire allait me mener. En rentrant, je me suis regardé longtemps dans le miroir. Qui suis-je désormais? Un mari, un photographe. Et maintenant, le seul détenteur d'un secret capable de faire exploser cette famille. Je n'aurais jamais cru qu'un anniversaire puisse marquer le début d'une guerre silencieuse, d'une enquête clandestine où je suis seul contre les apparences, et contre une femme qui maîtrise l'art de sourire pendant qu'elle vous tend le poison. Un verre, un doute et une vérité terrifiante. Je ne pourrai jamais oublier le regard de Sylvie lorsque Bernard s'est effondré lors de la fête d'anniversaire. Aucun signe de panique, aucune inquiétude, juste une observation froide, presque calculée. Un frisson glacial m'a traversé le dos, mais j'ai gardé mon calme. J'ai passé un bras protecteur autour de Camille, déconcerté, et l'ai éloigné du chaos. Le lendemain, je suis allé chez Damien, un ami proche, analyste chimiste ancien expert en toxicologie. Je lui ai remis le verre que j'avais soigneusement conservé en lui racontant chaque détail sans rien omettre. 3 jours plus tard, il m'a rappelé. « Julien, ce verre de sangria contenait des benzodiazépines, une dose assez forte. Si Bernard avait eu un antécédent cardiaque, il ne s'en serait probablement pas sorti. » Je suis resté figé. Le doute n'était plus permis. Quelqu'un avait voulu m'empoisonner. Non, pas quelqu'un. C'était elle, Sylvie. J'ai commencé à creuser. Grâce à un ami pharmacien, j'ai pu consulter ses prescriptions. 3 ordonnances de Xanax délivrées par 3 médecins différents. Le tout en à peine 2 mois. Plus étrange encore, 2 de ces médecins exerçaient à Lyon, alors que Sylvie ne quitte presque jamais Annecy. Je suis allé interroger d'anciens invités de ces soirées. Ce n'était pas facile, mais une fois la glace brisée, les langues se déliaient. Une amie de Camille m'a confié « J'ai vu un type s'évanouir à la fête de Noël l'an dernier. On a mis ça sur le compte de l'alcool, mais il m'a juré qu'il n'avait bu qu'un seul verre, préparé par Sylvie. » Un autre murmura « Sylvie a toujours un petit flacon dans son sac, elle ne laisse jamais personne y toucher. » Les pièces du puzzle se sont mises en place, et le tableau qu'elle formait était effrayant. Chez moi, je regardais Camille sourire en feuilletant nos photos des Pyrénées.
Je l'aime profondément. Mais cet amour est menacé, assombri par une ombre toxique, sa mère. Une femme douce en apparence, mais glaciale et dangereuse en réalité. Je le sais désormais, si je ne fais rien, quelqu'un d'autre tombera. La prochaine fois, ce sera peut-être moi. Ou Camille. Et ça, je ne le permettrai jamais. Le face-à-face final, quand le secret éclate au grand jour. La lumière du soir déclinait doucement à travers la fenêtre de la maison de Sylvie. L'air dans le salon était lourd, presque suffocant. Je déposai l'enveloppe sur la table, la main légèrement tremblante, mais ma voix restait froide. Voici les résultats de l'analyse du verre de sangria de l'anniversaire, ainsi que les 3 ordonnances. J'attends vos explications. Sylvie me regarda, ses yeux brillants d'une colère glaciale, essayant de garder un calme apparent. « Julien, ce n'est pas possible. Bernard est simplement trop sensible, voilà tout. » Je m'avançai vers elle, mon regard fixé sur le sien. « Ne nie plus. J'ai toutes les preuves. Pourquoi vouloir me nuire? Tu sais à quel point le jour du vernissage était important pour moi. Tu voulais que Camille pense que je suis instable. » Le silence s'installa. La pièce semblait figée. Sylvie avala sa salive, puis sa voix trembla, pleine d'amertume. « Oui, je voulais que tu sois malade ce jour-là. Camille devait voir la vérité, que tu n'es pas l'homme parfait que tu crois être. » Une rage sourde monta en moi. « Alors tu comptes cacher cela à Bernard? Tu vas le laisser continuer à me mépriser et à blesser ta fille? » Sylvie se tut. Je poursuivis, en appuyant. « Si tu ne dis pas la vérité à Bernard, je dirai tout à Camille. Elle a le droit de connaître le vrai visage de sa mère. » Alors elle éclata en sanglots, ses larmes coulaient sur ses joues, mélange de faiblesse et d'amertume. « Je ne voulais faire de mal à personne, mais je ne peux pas te supporter, Julien. Tu as détruit tous mes plans. J'ai essayé de tout contrôler. » Je pris une profonde inspiration, serrant l'enveloppe dans mes mains, sentant l'effondrement imminent. « Maintenant, tu as perdu le contrôle, et je ne laisserai pas cela continuer. » Cette confrontation ne fut pas seulement une confession, mais aussi le début d'une tempête à venir. Camille allait connaître la vérité, et je devais me préparer à tout. Division et allié inattendu, Camille n'a rien dit lorsque je lui ai remis les preuves que j'avais rassemblées. Elle est restée immobile, les yeux rouges, silencieuse. Je savais qu'elle luttait contre une tempête émotionnelle intense, entre la confiance et le doute. Il était clair qu'elle ne croyait pas immédiatement à ces révélations terrifiantes, mais son regard vide et ses larmes parlaient pour elle. Le lendemain, un colis anonyme arriva chez moi. Sans nom d'expéditeur, sans message. À l'intérieur, une petite clé USB noire. Je l'ai insérée dans l'ordinateur, le cœur battant. L'écran s'alluma, révélant une vidéo d'environ 10 minutes. C'était une séquence secrète, enregistrée par les caméras de surveillance chez Sylvie. Je vis clairement Sylvie échanger discrètement mon verre de cocktail avec celui de Bernard lors de la fête d'anniversaire. La scène où Bernard s'effondre au sol, serrant sa poitrine, et où tout le monde accourt paniqué. À la fin, une dispute violente entre Sylvie et Bernard dans le salon, leurs voix chargées de colère et de désespoir. Je savais que c'était une preuve irréfutable. J'appelai immédiatement Camille. Sa voix tremblante répondit, comme si elle avait pressenti ce qui allait arriver. Je lui racontai la clé USB et ce que j'avais vu. Un silence s'installa, puis elle murmura faiblement. « Julien, pourquoi ferait-elle ça? Pourquoi ma mère veut-elle détruire notre famille? » Puis elle avoua. « Il y a quelqu'un que je veux que tu rencontres. Juliette, la femme de mon frère. Elle connaît beaucoup de choses et comme toi, elle a discrètement collecté des preuves contre ma mère. » Nous prîmes rendez-vous avec Juliette ce jour même. Quand elle arriva, je fus surpris. Juliette, douce mais déterminée, avec un regard franc et perçant. Elle me remit un dossier volumineux contenant factures de médicaments, messages et même un journal consignant les comportements étranges de Sylvie lors des réunions familiales. Juliette expliqua qu'elle avait essayé de prévenir Camille, mais Sylvie l'avait sévèrement repoussée, rompant tout contact. Aujourd'hui, elle avait décidé de se ranger du côté de la vérité, même si cela risquait de bouleverser la famille. À ce moment-là, Camille et moi ressentîmes nettement la fracture qui s'élargissait dans sa famille. Mais au moins, nous n'étions plus seuls. Juliette était devenue une alliée indispensable,
quelqu'un qui se dressait à nos côtés pour combattre les manipulations sournoises et les mensonges savamment dissimulés. Nous savions que le chemin serait ardu, mais cette fois, la vérité était révélée, et nous étions prêts à nous battre pour elle, même contre ceux que nous aimions le plus. Le réseau de manipulation et la vérité révélée. Je savais que je devais affronter Bernard, l'homme derrière les sombres manœuvres qui secouaient la famille de Camille. Le rendez-vous fut fixé dans un café discret, où la lumière tamisée et la musique jazz créaient un voile masquant des secrets lourds. Bernard arriva, arborant un sourire glacial, son regard perçant sondant chacun de mes gestes. Dès le début, il ne cachait pas ses intentions. Il me tendit une enveloppe épaisse contenant une somme d'argent importante, accompagnée d'une proposition de silence pour préserver la paix familiale. Je le regardais droit dans les yeux. « L'argent ne peut pas acheter la vérité, Bernard. » Son visage se transforma, laissant tomber le masque de la fausse douceur. Sa voix devint menaçante. « Tu devrais savoir avec qui tu joues, Julien. Ma famille ne se laisse pas déstabiliser facilement. Refuse, et tu en paieras le prix. » Je ne reculais pas. Au contraire, je le défiais de révéler la vérité sur Camille. Après un moment d'hésitation, il parla d'une voix cassée. Camille était fiancée à un certain Mathieu. Mais mes parents ne l'acceptaient pas. Nous avons fabriqué une histoire de trahison pour les séparer. Cette révélation me coupa le souffle. Je me rappelais immédiatement de vieux messages que Camille avait mentionnés par inadvertance et de ses silences soudains, ces moments de tristesse inexplicable. Je ne pouvais pas croire que sa famille ait manipulé son passé pour briser son premier amour. Sans tarder, je contactai une ancienne amie proche de Camille, restée en relation malgré l'opposition familiale. Elle confirma tout ce que Bernard avait dit. Mathieu avait été l'homme que Camille avait aimé profondément, et l'histoire de la trahison n'était qu'un théâtre destiné à les éloigner. Tous ces secrets sombres se dévoilaient enfin devant moi. Un réseau de manipulations, de mensonges et de blessures profondes chez Camille, tous contribuant à une tragédie familiale qu'elle ne pouvait affronter seule. Je décidai de me lever non seulement pour Camille, mais aussi pour la vérité et la justice qu'elle méritait. Malgré les épreuves à venir, je ne pouvais pas laisser ces fantômes du passé continuer à détruire la vie de celle que j'aimais. Au fond de moi, je savais que ce n'était que le début d'une longue et difficile bataille. Briser le brouillard du passé. Après avoir reçu la vidéo de Juliette, je savais que je ne pouvais plus reculer. Les images montraient clairement que Bernard et Sylvie ne se contentaient pas de manipuler la vie de Camille, mais tramaient aussi pour contrôler son avenir en la forçant à revenir vivre avec eux. Sous une surveillance étroite, dans un monde où Camille n'avait presque aucune liberté. J'ai décidé de contacter directement Mathieu, l'ex-fiancé de Camille, qui avait été sa lumière dans ses jours sombres. Lors de longues conversations, j'ai appris que Bernard et Sylvie n'avaient pas seulement détruit leur relation avec des calomnies, mais avaient aussi coupé tous les liens amicaux de Camille. Ses amis proches, collègues, tous avaient été éloignés, rendant Camille de plus en plus isolée et contrôlable. Mathieu m'a raconté de douloureuses histoires de ses tentatives pour voir Camille, systématiquement entravée ou menacée par sa famille. Ils veulent que Camille leur obéisse, qu'elle ne décide jamais de sa vie elle-même, m'a-t-il dit avec une voix pleine de désespoir. J'ai commencé à collecter plus d'informations auprès d'autres anciens amis de Camille, témoins des pressions familiales qu'elle subissait. Tous confirmaient une chose. Bernard et Sylvie avaient construit un réseau strict de contrôle, emprisonnant Camille comme un oiseau en cage. Ces révélations m'ont poussé à agir. Je voulais aider Camille à briser ce brouillard du passé pour qu'elle puisse enfin voir clairement son avenir et choisir librement sa voie. J'ai soigneusement organisé une rencontre avec Camille, préparant toutes les preuves recueillies ainsi que les témoignages de ses proches. Elle devait comprendre la réalité dans son ensemble, et non les demi-vérités que sa famille tentait de lui imposer. Le jour de la rencontre, je vis Camille un peu hésitante, mais son regard commença à s'illuminer d'un éclat nouveau. Je lui racontais les efforts de ses parents pour tout contrôler, les appels de ses amis, la vidéo envoyée par Juliette. Chaque détail était étayé, impossible à nier. Elle resta silencieuse un moment,
puis murmura doucement. « Tu sais, je le sentais aussi, mais je n'avais jamais eu le courage de faire face. » Je lui pris la main. « C'est le moment de changer, Camille. Tu n'es pas seul, je serai là pour toi. » À cet instant, je sus qu'un nouveau chapitre s'ouvrait dans la vie de Camille et la nôtre. Plus de brouillard du passé, seulement la lumière de la vérité et de la liberté. Mais je comprenais aussi que ce chemin serait loin d'être facile. Bernard et Sylvie étaient toujours là, avec leur pouvoir et leur influence. Nous devions avancer prudemment, étape par étape, pour démanteler ce réseau de manipulation. Je me promis intérieurement, quoi qu'il arrive, j'aiderai Camille à se libérer de ces chaînes invisibles du passé, pour qu'elle puisse enfin vivre en accord avec elle-même. Dévoiler la vérité devant Camille et Étienne. J'ai invité Étienne, le frère de Camille, et Juliette à dîner dans mon petit appartement à Annecy. L'atmosphère était lourde au début, chargée de silence lourd et de doutes enfouis depuis longtemps. Je savais que cette soirée serait cruciale, un tournant inévitable dans notre quête de vérité. À la fin du repas, je leur ai demandé de rester assis, puis j'ai allumé la télévision. Sur l'écran, j'ai diffusé successivement toutes les preuves recueillies. La vidéo montrant l'échange des verres, l'image de Bernard s'effondrant lors de la fête, les résultats de l'analyse chimique révélant la présence de benzodiazépine dans le cocktail, ainsi que les messages et emails que Juliette m'avait envoyés attestant de la manipulation des parents de Camille. Camille restait silencieuse, les yeux embués de larmes, son esprit visiblement en plein conflit intérieur. Je sentais la douleur profonde qu'elle ressentait, trahie non seulement par ses parents, mais aussi par le bouleversement au sein même de sa famille. Étienne niait farouchement au début. Il prétendait que tout cela n'était que fabrication, affirmant que leurs parents ne pouvaient pas faire de mal à leur sœur. Mais Juliette prit la parole, sa voix trahissant la fatigue et la peine. « Tu peux nier, mais Étienne et moi avons aussi été victimes. Nous avons été contrôlés, menacés si nous osions nous rebeller. Il ne manipule pas seulement Camille, il nous manipule tous. » Cette confession pesa lourdement dans la pièce, comme si un épais voile était levé, révélant des secrets sombres que la famille avait longtemps cachés. Camille éclata en sanglots, des larmes coulant doucement sur ses joues, mêlant déception, douleur et enfin une mince lueur d'espoir. Elle me murmura « Tu sais, j'ai besoin de temps pour accepter tout cela. Mais j'ai confiance en toi. Je crois qu'avec toi, je trouverai la vérité et la liberté. » Ces mots furent une lumière dans la nuit, ouvrant un nouveau chemin. Je pris la main de Camille et répondis doucement « Nous allons traverser tout ça ensemble, pas à pas. Tu n'es pas seul. » Je savais que la route serait longue et semée d'embûches, mais cette nuit-là, j'ai ressenti la force de l'unité et de la confiance. Camille n'était plus seule dans sa lutte contre la manipulation et le mensonge. Avec Juliette et Étienne, nous avions commencé le combat pour déchirer le brouillard du passé et construire un avenir sur la vérité. Dialogue pour démasquer les parents. Sylvie a convoqué Camille à la maison sous prétexte qu'elle devait se reposer et se recentrer. Je savais que ce n'était qu'un prétexte pour que sa famille puisse cacher et gérer les accusations qui s'accumulaient contre eux. Camille et moi avons donc décidé de l'accompagner, munis d'une petite caméra, prêt à enregistrer toute la vérité. En entrant dans cette maison familière, mais désormais lourde d'une atmosphère oppressante, j'ai immédiatement ressenti la tension palpable. Sylvie nous a accueillis avec un visage froid, tentant de masquer l'inquiétude dans ses yeux. Bernard évitait de croiser notre regard, la bouche bougeant en silence, incapable de prononcer un mot. J'ai allumé la caméra et commencé à diffuser toutes les preuves que nous avions collectées sur un petit écran dans le salon. La vidéo de l'échange des verres, le résultat du test révélant la présence de benzodiazépine, les messages, emails et enregistrements vocaux envoyés par Juliette. Image après image, tout apparaissait clairement, incontestable. Leurs visages sont devenus de plus en plus pâles, leur dénégation hésitante, jusqu'à ce que la vérité ne puisse plus être cachée. Sylvie, la voix tremblante, a fini par avouer d'une manière hachée « Je voulais protéger Camille. J'avais peur qu'elle soit blessée si je ne contrôlais pas tout. Je pensais que c'était pour son bien. »
Bernard, d'un ton rauque, a ajouté depuis un coin de la pièce. Nous voulions seulement préserver l'honneur de la famille, empêcher tout ce qui pourrait nuire à Camille. Camille s'est levée, le regard plus déterminé que jamais. Je vous aime, mais je ne vous appartiens plus. Je ne peux pas continuer à vivre dans un monde où l'amour est étouffé par la peur et le mensonge. J'ai besoin de vivre pour moi-même. Un silence lourd s'est installé. Les paroles de Camille étaient comme des poignards plantés au cœur de cette famille. Je sentais la force de sa détermination, sa maturité qui s'élevait au-dessus des ombres du passé. Sylvie a baissé la tête, les larmes coulant enfin sur ses joues. Bernard était sans voix, les yeux remplis de regret et d'impuissance. Peu à peu, la tension s'est apaisée. Un nouveau départ, bien que difficile, commençait à se dessiner. Devant nous ne se dressaient pas seulement des conflits familiaux ordinaires, mais une lutte entre vérité et mensonge, entre amour sincère et contrôle. Camille avait choisi sa propre voie, osant affronter et briser les chaînes oppressantes. En quittant cette maison, je savais que notre combat était loin d'être terminé. Mais ce soir-là, nous avions franchi une étape majeure sur le chemin de la liberté et de la vérité retrouvée. 6 mois de calme temporaire et l'olivier empoisonné. 6 mois s'étaient écoulés dans un calme étrange, presque anormal. Plus de confrontations violentes, plus de reproches acerbes. Camille semblait plus apaisée, mais en moi persistait cette sensation d'attente, comme une tempête sourde qui se prépare sous un ciel limpide. À Noël cette année-là, Bernard m'a surpris en m'invitant au bureau de son entreprise, sous le masque d'une branche d'olivier. J'ai accepté, me rendant à ce rendez-vous avec prudence. Le bureau était décoré de lumières scintillantes et d'un sapin de Noël, mais le froid dans la voix de Bernard trahissait l'absence totale de bienveillance. Il m'a fixé droit dans les yeux, d'un ton chargé de pression. « Julien, tout a un prix. Je veux que tu travailles pour nous dans l'entreprise. C'est une chance de réconcilier les choses pour que Camille puisse revenir chez elle en paix. » Je suis resté silencieux un moment, le regardant avec fermeté. « Pas moi, et encore moins Camille, » ai-je répondu. « Nous ne sommes pas des marchandises à vendre. Je tiens à être clair, je ne céderai ni à la pression ni aux menaces. » Bernard s'est énervé, sa voix s'est faite dure. « Tu ferais mieux de réfléchir. J'ai plusieurs moyens pour compliquer la vie, à toi comme à Camille. » Je n'ai pas fléchi, répondant froidement, sûr de moi. « Essaye donc, mais nous n'avons pas peur. Camille non plus. La liberté et la vérité ne se marchandent pas et ne se menacent pas. » La rencontre s'est terminée dans une tension palpable, sans aucun signe réel de réconciliation. Mais je savais très bien que cette branche d'olivier n'était qu'un piège sucré, une ruse subtile pour reprendre le contrôle. Le lendemain, j'ai appelé Camille pour lui raconter l'entrevue. Sa voix était douce, mais pleine de détermination. « Tu as bien fait, Julien. Nous ne laisserons pas ces gens manipuler nos vies. Je crois en toi, je crois en la vérité. » Pourtant, cette paix fragile n'a pas duré. J'ai commencé à recevoir des menaces indirectes, des avertissements venus d'inconnus. Camille aussi ressentait cette présence oppressante, cette pression constante. Mais cette fois, nous étions prêts. Nous n'étions plus seuls. Juliette et Étienne, nos alliés sincères, nous épaulaient, nous aidant à garder foi et force. 6 mois de calme, comme un souffle avant la tempête. Et je savais que cette tempête allait venir, mais cette fois, nous ne tomberions pas. Un enfant change la donne. Ce soir-là, alors que les lumières du salon s'estompaient doucement et que le monde extérieur semblait s'effacer, Camille m'a regardé avec des yeux pleins d'émotion, la voix tremblante mais pleine d'espoir. « Julien, je suis enceinte. » Cette phrase est tombée doucement, mais pour moi ce fut comme un coup de tonnerre brisant un ciel longtemps sombre. Je me suis tourné vers Bernard qui restait là, le visage froid comme la pierre sans un mot. « Cet enfant ne sera pas une pièce sur votre échiquier », ai-je déclaré avec fermeté et détermination. Je refusais qu'ils continuent à manipuler la vie de Camille avec leurs sombres intrigues. Ce n'était plus l'histoire d'une seule personne, mais l'avenir d'une nouvelle génération qui ne pouvait être étouffée. Les semaines suivantes se sont déroulées comme un petit miracle, à la fois fragile et puissant. Au lieu de poursuivre ses jeux de pouvoir, Bernard a commencé à changer.
Il nous a transféré une nouvelle maison, spacieuse et tranquille, un havre de paix pour Camille et l'enfant à venir. Pas un mot d'excuse, pas un geste de regret ou de reconnaissance de ses fautes. Juste une reddition silencieuse, comme s'il comprenait que tous ses plans complexes étaient vains face à cette vie nouvelle qui se développait. Plus encore, Bernard a créé un fonds financier pour l'enfant, une somme destinée à garantir son avenir, sans jamais parler de remords ni de responsabilité. Je sentais la froideur et le pragmatisme dans cet acte, mais c'était aussi un grand pas, une petite lumière dans la nuit noire. Camille a gardé cette bonne nouvelle presque pour elle seule, la partageant seulement avec moi et quelques proches. Elle craignait beaucoup, mais savait aussi que cette nouvelle vie serait l'ancre la plus solide pour tous les changements à venir. Je voyais Camille grandir en force chaque jour, même si son ventre s'arrondissait, signe d'un nouveau départ. Cet enfant était comme un atout maître dans la partie de la vie, renversant d'anciennes intrigues et ouvrant un futur différent, un avenir que Camille et moi aurions le droit de choisir. Nous avons commencé à planifier l'avenir non plus comme des pions manipulés, mais avec des décisions prises du cœur et de la raison. Je ne savais pas ce qui allait suivre. Mais une chose était sûre. Cet enfant n'était pas une pièce pour un jeu d'adulte. Il était le symbole de la vie, de l'espoir et de la liberté que Camille et moi défendrions coûte que coûte. De nouvelles frontières. Elisa est née un matin de printemps, alors que les rayons doux du soleil traversaient la fenêtre, apportant chaleur et espoir à une nouvelle vie. C'était notre enfant, le fruit de nos combats, de nos rêves inébranlables. Dès ses premiers instants dans ce monde, tout a changé pour toujours. Bernard et Sylvie sont apparus dans notre vie, mais cette fois-ci avec une distance différente. Plus aucun regard méprisant, plus aucune moquerie sur ma profession, photographe, un métier qu'ils avaient jadis méprisé. Je me souviens encore de leur visite silencieuse à Elisa, leurs yeux pensifs et leurs salutations mesurées. Il semblait qu'ils avaient enfin compris que la véritable valeur ne résidait ni dans le statut ni dans le pouvoir, mais dans l'amour sincère et la résilience humaine. La vie leur avait donné une leçon que les mots ne pouvaient exprimer. Notre fille est le symbole du changement, d'une nouvelle génération qui sait respecter et aimer véritablement. Un autre signe marquant ce changement fut lors de l'inauguration de ma galerie photo. Bernard utilisa une de mes photographies dans le rapport de son entreprise. Sous la photo, une phrase simple et sincère, réalisée par le meilleur photographe que je connaisse. Ces mots, aussi simples soient-ils, contenaient une reconnaissance que j'avais longtemps espérée. Ce n'était pas seulement une reconnaissance professionnelle, mais aussi celle d'un père. Malgré un passé compliqué, ils furent contraints de reconnaître ma valeur réelle. Nous ne sommes pas retournés à notre ancienne relation. Trop de blessures et de malentendus nous en empêchaient. Mais de nouvelles frontières se sont établies, fondées sur le respect et l'acceptation. Un progrès significatif. Elisa grandit entourée d'amour et de liberté. Elle n'est ni un pion, ni un outil de manipulation, mais la source d'espoir d'un avenir meilleur. Camille et moi lui apprenons l'autonomie, la compassion et surtout la capacité de choisir sa propre voie. Chaque photo que je prends n'est plus une simple image, mais un récit de personnes, d'émotions et de luttes silencieuses. Ce métier m'a donné la force d'avancer, de bâtir et de défendre des valeurs précieuses. En regardant le chemin parcouru, je comprends que rien n'est éternel, ni les complots, ni les doutes, ni les conflits familiaux. Mais une chose demeure, l'amour et la détermination sont la lumière qui guide dans l'obscurité. Et cet enfant, Elisa, en est la preuve vivante.